Un point rouge. Ouais, c'est bon, c'est parti. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être présents aujourd'hui. Avant de commencer, je tenais à faire quelques remerciements. Tout d'abord, monsieur Stéphane Brun, qui est responsable des risques à la Société Générale. Et ensuite, je voulais remercier mon équipe, avec qui on a travaillé dur pour justement arriver à ce jour. Je voulais remercier Morgane, qui était l'organisatrice de tout ça, qui a chapeauté tout ça. Mais aussi Cyrine et Nella, qui ont été les administrateurs. Je l'ai. Et enfin, Knar, qui était la responsable de communication. Responsable communication en or. Pas bien les retards. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la LCB-FT. On sait tous ce que c'est, normalement. On travaille tous en agence ou en back-office. On est amené à être sensibilisé sur cette notion tous les jours. La LCB-FT, qu'est-ce que c'est? C'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Brun est responsable des risques à la Société Générale. Et grâce à lui, aujourd'hui, on va développer cette notion et on va permettre d'éclaircir certains points que peut-être vous n'avez pas. Donc, je crois que M. Brun a un PowerPoint, une diapositive. Alors, en préambule, je n'interviens pas que en tant que responsable des risques. Dans mes multiples casquettes, je suis effectivement aussi officier de réserve en gendarmerie. Et j'interviens dans les formations de délinquance financière de la gendarmerie. Et notamment, donc, j'ai une présentation qui est dédiée à ce sujet. Alors, vous aurez le droit à un abstract, parce que les présentations durent 4 heures. Donc, vous n'aurez que 4 de mémoire. On m'a limité à 4 slides. Désolé. Et puis, tout au long de cette présentation, j'essaierai de vous mettre un petit peu de contexte. Alors, espérons qu'il n'y ait pas de problème technique. F11, non? Essaye F5. Je crois que c'est F11. C'est bon de mon côté, hein. Ah, c'est bon. Si c'est bon de votre côté. Alors, attendez un instant, s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'est un PDF? J'ai réduit ça. Ouais. Attends, si tu fais ça, Ah, ouais. tu l'as en PDF. Là, tu l'as en PowerPoint. Alors, pour revenir sur mets-toi sur l'introduction, le premier slide. Pour revenir sur le blanchiment et le financement du terrorisme, donc vous appelez ça LCB, nous on appelle ça le LAB, lutte anti-blanchiment. Donc c'est exactement la même chose. J'ai marqué une menace permanente. Une menace permanente, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, la banque, au regard de la réglementation, au regard d'un certain nombre de contraintes qui lui sont imposées, et notamment au regard de deux natures d'éléments. Le premier, le non-respect par un établissement bancaire, quel qu'il soit, des contraintes réglementaires liées à la lutte anti-blanchiment, c'est une sanction financière, plusieurs millions, par exemple. Aujourd'hui, le régulateur, qu'est-ce qu'il fait? Globalement, il va demander un certain nombre de choses, imposer à la banque de développer ses process, sécuriser ses process, et puis il va venir vérifier. Il va venir vérifier. Si ce n'est pas vérifié, effectivement, on va taper au portefeuille. Et donc, la banque va être obligatoirement sanctionnée par une amende. Il faut savoir que les amendes imposées par le régulateur sur la lutte anti-blanchiment sont disproportionnées par rapport aux amendes réglementaires qu'une banque peut toucher. Si je prends un exemple récent, une banque australienne, la néo-calédonienne, a été sanctionnée pour manquement à la lutte anti-blanchiment à plusieurs millions de dollars australiens. De mémoire, c'est une centaine de millions. Et chaque infraction constatée, ils en ont constaté plus de 10 000,
chaque infraction constatée était sanctionnée de 100 000 $. Donc vous voyez, la présence du régulateur, ce qu'impose le régulateur aujourd'hui, est extrêmement pesant pour la banque. Le risque extrême d'une banque de ne pas respecter la lutte anti-blanchiment, la réglementation imposée sur la lutte anti-blanchiment, c'est la perte d'une licence. Donc perte d'une licence, c'est-à-dire qu'une banque ne peut plus travailler, ou elle est mise sous tutelle. Elle peut être mise sous tutelle et le régulateur va imposer à la banque de mettre en place des mesures coercitives de façon à respecter cette lutte anti-blanchiment, cette réglementation. Mise sous tutelle, ça veut dire perte de clients, parce que de toute façon, l'activité de la banque va être orientée sur la démarche, je dirais, sécuritaire. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, pour reprendre un exemple, c'est la lutte donc sur le financement du terrorisme. Aujourd'hui, elle est aussi contrainte, extrêmement contrainte, avec différents éléments, notamment des financements. Les financements que l'on peut faire peuvent être éventuellement dédiés à du financement du terrorisme. Ce que l'on va reprendre comme exemple classique, c'est les frères Kouachi, qui ont fait un crédit immobilier pour pouvoir acheter leurs armes et perpétrer leurs actions. Donc vous voyez, donc ça, le banquier ne sait pas, parce que réglementairement, un prêt consommation, lui, n'est pas affecté contrairement à un prêt immobilier. C'est-à-dire, vous allez voir votre banquier, vous lui dites, je voudrais un prêt étudiant. Et puis derrière, vous allez en faire ce que vous voulez. Contrairement à un prêt immobilier, où là, vous achetez bien un appartement, quelque chose de fongible, quelque chose d'identifiable. Donc, vous pourrez dire à votre banquier, oui, j'ai envie de passer des vacances, et en fait, vous achetez une voiture. Mais on ne peut pas contrôler. Donc, cette lutte contre le financement du terrorisme est aussi importante et essentielle. Alors, tout d'abord, comme je vous le disais, le secteur financier est exposé au risque de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Et donc, on a bien des dispositions réglementaires qui sont liées. Si je reprends la définition du blanchiment, le blanchiment est en fait le moyen de faciliter une justification mensongère, ce que je vous disais. Je vais acheter une voiture, et en fait, je vais partir en vacances. Donc, la justification mensongère, c'est à nous éventuellement de pouvoir l'anticiper. Ce n'est pas toujours évident. La deuxième chose qui est importante dans la lutte anti-blanchiment, c'est le deuxième paragraphe. En fait, sur le premier paragraphe, vous avez l'action, la démarche volontaire de faire quelque chose. Le deuxième paragraphe, c'est le fait d'apporter son concours. Le fait d'apporter son concours, c'est de la complicité, qu'elle soit active ou passive. Mais c'est quelque part d'être complice. Et nous, en tant qu'établissement bancaire, que ce soit les établissements bancaires, que ce soit les compagnies d'assurance, tout établissement qui est capable, qui est soumis à cette réglementation, en fait, va se retrouver imposé sur ce deuxième paragraphe des règles de contrôle nécessaires, en fait, de façon à éviter une dissimulation ou éventuellement un crime ou un délit. Tout ça, c'est cadré par deux éléments. Une ordonnance, donc traduction juridique, traduction juridique du concept de blanchiment et une directive européenne, ce qui fait que l'ensemble des pays de l'Union européenne ont exactement la même règle en termes de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc, en fait, les 26 pays de l'UE sont tout à fait identiques. Je rajouterai les pays annexes, Suisse, etc., qui ne font pas partie de l'UE, mais qui sont partie prenante du territoire. Et donc, ce que précise, et ce qui est essentiel, ce que précise la réglementation, c'est que pendant toute la durée de relation, la connaissance client, le fameux KYC, doit être établie. Donc, à chaque fois que l'on a normalement une relation avec le client, on doit mettre à jour son dossier, donc la connaissance client, et on doit se poser les bonnes questions. Le sujet aujourd'hui, il est très clair avec les sanctions européennes. Les banques sont contraintes de s'assurer des avoirs russes, par exemple.
les établissements financiers, les compagnies d'assurance, toute personne qui potentiellement, tout établissement qui potentiellement peut être en mesure de toucher une clientèle sanctionnable doit s'en assurer. Donc en fait, cette connaissance client, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale à tel point qu'elle doit être actualisée tout au long de la connaissance client. Alors effectivement, nous, particuliers, on ne va pas forcément avoir une mise à jour tous les ans de notre situation avec la banque. Généralement, c'est 3 ans. Un minimum de 3 ans, 5 ans pour certains établissements. Mais normalement, tous les 3 ans, la banque est en droit de vous demander vos justificatifs fiscaux, par exemple. Justificatifs de résidence. Et là, on va rentrer dans la problématique, forcément, de conformité. Un dossier doit être conforme. Je dirais, entre guillemets, on doit travailler propre. Donc, on doit travailler avec des clients qu'on connaît, dont on connaît leur situation, dont on connaît à peu près tout. Alors, ça peut aller dans des situations extrêmes. Je prends généralement un exemple, papy, mamie, mariés depuis 60 ans, la conformité, tout est au nom de monsieur, et ben, il va falloir justifier, mettre en conformité la relation de madame. Eh bien, pour savoir où habite madame, puisque madame n'a pas de justificatif de domicile à son nom propre, une facture EDF, etc., une facture téléphone, ben, papy va faire une attestation en fait, d'hébergement de mamie, même s'ils sont mariés depuis 60 ans. Vous voyez, mais on est obligé d'avoir cette notion vraiment totale, complète et transversale sur la relation d'un client. Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller prioritairement? Des clients que l'on ne connaît pas, mal connus. Un client qu'on va voir de temps en temps ou quelqu'un qui est expatrié, non résident, etc. On peut avoir des clients qui sont non résidents, des clients qui travaillaient en France et puis ils sont partis s'installer dans un autre pays. Ça arrive, c'est fréquent. Tous les jours. Tous les jours. Particulièrement installés dans des pays sensibles. On est en pleine actualité aujourd'hui. Un pays sensible, on peut avoir des clients qui sont en Iran, qui sont en Syrie, qui sont au Liban, qui sont dans certains pays réputés non coopératifs. Des secteurs d'activité, des professions à risque. Oui, des secteurs d'activité, des professions à risque. Le BTP, par exemple, est un élément fort de blanchiment. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que dans ces secteurs d'activité, vous ne soyez pas déclaré, vous allez aux abords d'un grand magasin, vous avez besoin de deux personnes pour faire une peinture, etc. Hop, je suis en espèces. Donc, en fait, on a des alertes, pas de traces d'inactivité, mais pas de traces de prélèvement URSSAF, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des choses que l'on doit contrôler régulièrement. Des comptes fonctionnant est assuré par un mandataire. Oui, on doit s'assurer. Un mandataire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être désigné par la justice pour gérer les comptes d'une personne fragile, par exemple. Personne fragile, c'est une personne qui a perdu, âgée par exemple, qui a perdu toutes ses capacités de clairvoyance, mais il faut faire fonctionner le compte, il faut qu'elle puisse se nourrir, il faut qu'elle puisse avoir les soins dont elle a besoin, etc. Qu'elle puisse utiliser des moyens de paiement, qu'elle puisse payer son loyer par exemple. Et donc là, il y a un mandataire, une tierce personne qui, elle, va effectivement s'assurer, assurer les dépenses courantes en fait, de cette personne. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'il n'y a pas de malversation non plus. Un PPE, personnalité politiquement exposée. Alors, ce ne sont pas que des hommes politiques. Le PDG de Total, c'est un PPE. Par exemple. Donc, le président de la République, etc. Le président de la République, il a son compte bancaire, comme un autre. Mais toute personne qui exerce une activité sur laquelle une pression externe peut orienter son jugement, ses décisions, etc., est désignée comme PPE. Les prestations, alors les prestations, c'est les financements, les situations, etc., sur lesquelles il faut être attentif. Des montages complexes pour des opérations simples.
vous achetez un studio et vous passez par une société basée au Luxembourg, qui est actionnaire d'une société au Liechtenstein, qui elle-même est actionnaire d'une société aux Bahamas, qui achète un studio à un endroit précis. Bah, là, effectivement, montage complexe. Quel est l'intérêt de passer par 3 sociétés pour acheter un studio? Pas de question. Voilà. Donc, ce que je dis généralement dans nos activités, ne jamais faire ce que l'on ne comprend pas. C'est très simple. Je comprends ou je ne comprends pas. Pourquoi il fait ça? Toujours s'interroger. Et en fait, s'interroger, se poser ces bonnes questions, va permettre d'être le rempart. Et les conseillers, nos conseillers sont les premiers remparts, en fait, de ces situations. Parce qu'au contact du client, ils vont remonter les informations et nous, on va pouvoir se positionner. Des opérations sollicitées dans l'urgence. Demain, j'achète mon appartement et vite, il me faut un prêt. Non. Surtout pas. C'est bien la réponse qu'on donne. Bah oui, on a dit non. Voilà. Mais il y a des cas. Donc ça, c'est des choses qui sont très fréquentes. Bon, les multiplications d'intermédiaires, ça rejoint un petit peu les sociétés écrans. L'homme de paille, vous savez ce que c'est, un homme de paille? Non. Donc, globalement, vous allez monter une société, là, toutes les deux, et de façon à ne pas avoir de responsabilité, de ne pas apparaître dans la société, vous allez prendre votre voisine, vous voyez, c'est toi le gérant. Elle n'a rien à voir avec vous, elle n'a rien à faire, mais c'est elle qui va être responsable et vous allez être protégé. Donc, ça permet en fait de vous protéger, de vous masquer, quelque part, donc en fait de mettre un voile sur vos réelles activités. Transaction en espèces, j'en parlerai pas. Aujourd'hui, la volonté commune, c'est de la disparition de la circulation des espèces. Donc, on a bien vu le développement en fait des moyens de paiement, hein, la carte sans contact, le téléphone, etc. Donc là, globalement, c'est effectivement de limiter les trafics d'espèces. Un entrepreneur en bâtiment, pour reprendre cet exemple profession risque, qui va déposer des espèces sur son compte, ça va nous interroger. Vous, étudiants, qui déposez tous les jours, vous allez déposer 300-400 € en espèces sur votre compte, à un moment donné, une lumière rouge va s'allumer, et donc on va s'interroger. D'où vient cet argent? Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, je fais du babysitting. Ah oui, 300 balles par jour de babysitting, c'est quand même pas mal. L'idée derrière sous-jacente, c'est quoi? Est-ce que vous ne faites pas du trafic? Voilà, est-ce que vous n'êtes pas une lessiveuse? Donc, quelque part, est-ce que vous n'allez pas blanchir de l'argent illicite en le redéposant sur votre compte et en le ressortant quelques jours plus tard en espèces? Mais ça sortira de votre compte, donc quelque part, c'est blanchi. Donc, c'est un peu tous ces sujets qu'on va traiter, qu'on va regarder. Et effectivement, des opérations qui ne sont pas en rapport avec l'activité, etc. Mon exemple du bâtiment, je ne focalise pas sur le bâtiment, mais le bâtiment qui se met à acheter, l'entrepreneur de bâtiment qui se met à acheter, à vendre des voitures. Quel est le rapport entre son activité de BTP et l'achat et la vente de voitures? Vous voyez? Donc ça aussi, ce sont des éléments qui vont nous alerter. L'apparition d'un soupçon n'est pas liée à un niveau de seuil de volume, hein, mais c'est vraiment, comme je vous le disais, un soupçon de présomption. C'est l'exemple, hein, vous déposez tous les mois, tous les jours, vous déposez 300 € sur votre compte. On va s'interroger. On va se dire, pourquoi un étudiant à l'IGF dépose 300 € sur son compte tous les jours? Voilà. Donc, c'est des présomptions. Et c'est cette accumulation, en fait, de faisceaux de présomptions qui va nous permettre d'identifier un mouvement quelque part anormal. Alors, on a parlé des non-résidents, on a parlé des reprises de mouvement de compte, en fait, un compte en sommeil qui reprend comme ça pose toujours question. Ça pose toujours question. Pourquoi? Parce que dans la cinématique d'une fraude, généralement, vous allez avoir le fraudeur, vos clients, etc., qui va faire dormir son compte et qui va commencer, au bout d'un certain temps, à le réactiver. Et on va commencer à avoir passé des opérations, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe?
Donc là aussi, on a un peu ce sujet de surveillance sur les comptes sans mouvement. Comptes sans mouvement, c'est aussi je dirais, des sujets extrêmement sensibles, notamment au niveau de la fraude. Globalement, il y a des fraudeurs un peu partout. On en a eu quelques-uns. Il y en a dans les établissements bancaires, il y en a dans d'autres secteurs. Et un compte sans mouvement, c'est un compte qui est surveillé parce que extrêmement tentant de virer les fonds du compte sans mouvement vers l'extérieur, etc. Donc, ce sont des points de vigilance que l'on a énormément. Et donc, pour ça, c'est effectivement une nécessaire curiosité et une vigilance sur toutes les situations atypiques. Donc, toujours s'interroger, ne jamais faire ce que l'on ne comprend pas. Alors, j'ai vu que vous aviez un petit côté Tracfin, donc je me suis permis d'aller chercher. Tracfin, c'est quoi? Tracfin, c'est un service qui dépend du ministère des Finances, hein, et ce service, en fait, va traiter toutes les remontées d'informations qui vont être faites par les établissements bancaires et compagnies d'assurance. Alors, les établissements bancaires et compagnies d'assurance, c'est à peu près 50% des remontées Tracfin. Les autres 50%, vous les avez là, et donc c'est d'autant plus intéressant. Et donc, Tracfin va traiter, ils ne sont pas nombreux, ils sont une grosse centaine, 120, 150 personnes à traiter, et une informatique extrêmement puissante. C'est grâce à l'informatique qu'ils vont pouvoir justement identifier, sélectionner les cas à traiter. L'information arrive chez Tracfin, elle est remontée chez Tracfin. Vous avez un service qui va l'analyser et qui va la sélectionner, qui va dire oui, non, quelque part, hein, je schématise, et qui va la passer à une division d'enquête, qui, elle, va mener les réquisitions. Passez-moi les relevés de compte, passez-moi les bénéficiaires des contrats d'assurance vie, etc. Hein, j'en passe et d'autres. Et au milieu, entre ces deux directions, vous avez une petite cellule qui va être la cellule qui va identifier si les opérations identifiées initialement par la DARI vont être relevées du terrorisme ou pas, financement du terrorisme ou pas. Et puis après, bon, c'est transmis en fonction des analyses, c'est transmis au service juridique ad hoc. Sur les déclarants secteur non financier, donc ce que vous avez là, effectivement, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez 50% en fait des déclarants qui sont des notaires et des casinos. Alors le notaire, c'est facile, parce que le notaire, il va se trouver au milieu d'une transaction, une acquisition immobilière. Donc le notaire est lui aussi contraint de s'assurer de la justification de l'origine des fonds. D'où proviennent les fonds qui vont servir d'apport personnel ou qui vont servir à payer l'intégralité de l'opération. Donc c'est son rôle. Donc en fait, dès lors où il identifie quelque chose de suspect, il est obligé de remonter chez Tracfin. Alors, vous et moi, on ne peut pas déclarer à Tracfin. Tracfin, c'est vraiment une déclaration liée à des professionnels. Donc, vous ne pouvez pas dénoncer votre voisin en disant « Ah, mon voisin, il fait du trafic de drogue, et puis voilà quoi. » Non. Ça, Tracfin, de toute façon, on voit le truc, c'est classement vertical. Le deuxième, le casino. Le casino, pourquoi d'après vous? Parce que le casino, il y a des espèces. C'est ça. Et donc, en fait, le casino est très tentant pour, justement, la prime au blanchiment. Vous arrivez avec vos 10 000 euros, vous les changez, vous allez vous promener, vous perdez volontairement un jeton de 1 000 euros, et puis vous vous dites « Oh, aujourd'hui, j'ai pas de chance. Hein. » Et donc, vous retournez au guichet et vous faites changer 9 000 euros. Donc, globalement, vous avez perdu 1 000 euros, mais vous avez blanchi 9 000. Donc, c'est pour ça que les casinos sont extrêmement présents dans le niveau de déclaration. Administrateur de justice, mandataire judiciaire, oui, quand vous avez une faillite d'entreprise, par exemple, et donc il peut s'apercevoir de malversation. Expert comptable, logique, expert comptable, tous les métiers du chiffre vont effectivement être présents, et l'analyse de la
comptabilité et ils sont experts comptables. Experts comptables, j'aurais pu mettre commissaire aux comptes un peu en dessous. Ils ont un engagement, une déontologie. Et cette déontologie les contraint aussi à déclarer à Tracfin. Cercle de jeu, bon, je ramène ça au casino, hein, c'est à peu près pareil. Professionnel, huissier, opérateur de journing. Donc vous voyez tout ce qui peut susciter un trafic, un flux d'espèces. Ben, vous allez les retrouver comme des déclarants Tracfin. Commissaire-priseur, ben oui, parce que vous achetez un meuble en espèces. Donc vous achetez une belle commode Louis XV, et puis 2 mois après, vous la revendez. Et ben vous avez blanchi. Société d'hommes, oui. Marchand de biens précieux, ben, c'est pareil. Hein. Vous achetez des montres, vous achetez des bijoux, c'est pareil. Et puis, bon, vous avez quand même des avocats et des agents sportifs. Alors les avocats, bah, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais ils ont l'ordre des avocats, donc ils ont le bâtonnier pour justement remonter ce genre d'informations. Et agents sportifs, je pense qu'il y a des gens qui sont des footeux ici. Joël, c'est un Voilà. gros footeux. Donc les petites valises pour les transferts, ça a dû exister, je ne sais pas si ça existe encore. Allez, on va dire que ça n'existe pas. Mais en tout état de cause, ils sont contraints pour ce genre de choses. Alors voilà, très rapidement, alors ça va, il y a 2 trucs qui se chevauchent, c'est un PDF, c'est ça? Oui. Alors zut. Bon. Donc je vous ai fait une extraction très rapide en fait du module d'alimentation de Tracfin. Vous avez Tracfin, donc les informations arrivent à la DARI, donc arrivent ici, et sont analysées et sélectionnées selon en fait l'origine. Avec bien évidemment le régulateur, la CPR, si jamais il y a un établissement, etc., et les douanes. Sachez que les douanes en France, c'est l'administration la plus puissante qui existe. C'est, comment dirais-je, les successeurs des gablous de l'Ancien Régime, mais ça reste l'administration la plus puissante. Elle contrôle, et notamment, elles sont rattachées aux autorités fiscales. Ceci exploitant peut-être cela. Donc, un douanier est capable de vous arrêter n'importe où sur le territoire. Je vais vous la faire un peu exagérée, mais vous avez un doute, vous arrivez à la frontière, au péage de l'autoroute à Lille, vous venez donc effectivement de Belgique, et puis l'attaque du douanier, hein, Amsterdam, tiens, là, hop, ils sont capables de vous désosser votre voiture pour éventuellement s'assurer s'il y a quelque chose ou pas. Donc, si vous ramenez, je ne sais pas, quelques plantes odorantes, quelques champignons pour la cuisine, bah, s'ils tombent dessus, c'est tant pis. Mais ils ont la capacité d'intervenir sur le territoire à n'importe quel moment. Une fois que l'information est traitée ici, validée et éventuellement retenue par la direction de la lutte contre le financement du terrorisme, bah, vous avez en fait une série de divisions d'enquête. Et cette division d'enquête, bah, elle va traiter de la même façon les opérations pour arriver justement à l'analyse. Alors là, je ne l'ai pas, mais en gros, vous avez, si j'ai bonne mémoire, 80 000 opérations qui sont, alors ça c'est 2018, donc c'est le rapport 2019, 80 000 opérations qui sont déclarées à Tracfin. Vous en avez à peu près 40 000 qui sont retenues, qui sont analysées, donc qui font l'objet d'enquête. Et sur les 40 000, vous en retenez. Il ne faut jamais retenir les chiffres exacts, ça ne sert à rien, mais retenez en fait toujours les ordres de grandeur. Et donc de 80 000, 40 000 et en gros 4 000 qui sont disséminées, c'est-à-dire transmises aux autorités compétentes pour que ce soit judiciaire ou que ce soit administratif. Écoutez, merci pour cette présentation très complète. Merci. Voilà. Très complète. Bon, on va passer aux questions, c'est ça? Mais on va passer aux questions, parce qu'on en a beaucoup. C'est vrai? J'en ai noté certaines. Alors, Puis, si jamais vous avez des questions que je n'ai pas posées, n'hésitez pas. Vous avez parlé tout à l'heure de... Excuse-moi, Younes, est-ce que vous pourriez arrêter le partage d'écran, s'il vous plaît? Oui, madame. Merci. Tu retournes là. Voilà. Je rappuie.
Là. Je raccroche pas, ça serait dommage. Elle essaye. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez parlé comment dire, d'association de coupables, mais j'ai oublié le terme. Quand on est malgré nous, complice malgré nous. Oui. Vous avez sorti Oui, l'exemple malheureux des attentats de 2015 avec les frères Kouachi. Est-ce que la Société Générale a été condamnée Alors, ce n'est pas la Société Générale qui a fait le financement, Ah, je vous rassure. autant pour moi. C'est un établissement, mais je tairai le nom. D'accord, c'est normal. Non, parce que justement, comme je vous le disais, sur la problématique du crédit consommation, il n'y a pas d'affectation. D'accord, C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'on finance. ok. Donc cet établissement a pu se protéger. Voilà, donc de cette il n'y a manière. pas eu de condamnation sur cette problématique. D'accord. Et Si l'enquête avait démontré que la banque ou le conseiller, etc., avait pu avoir les moyens ou les éléments discriminants permettant d'identifier qu'effectivement derrière, il y avait quelque chose d'illicite qui se créait, là, tout à fait. Elle aurait pu être condamnée. La banque, pas seulement le conseiller, ça aurait été la banque. C'est la banque, hein. C'est toujours la personne morale qui est visée. D'accord. Il n'y a qu'un seul cas où la personne morale n'est pas visée, j'en ai pas parlé, c'est lorsque vous avez, connaissance en tant que professionnel d'une opération, du moins d'une instruction TRACFIN, et que vous lâchez le morceau au client. Faites gaffe, vous avez TRACFIN sur vous. Ah ouais. 22 500 € d'amende. Évidemment, c'est interdit. Donc ne le faites pas. Voilà. Vous êtes tous en alternance dans des banques On est à la classe spéciale Société Générale. avec que de la Société Générale? Il y en a quelques-uns qui ne sont pas à la Société Ah, Générale. il y a des intrus? C'est ça, ouais. Il y a du LCL et tout. J'en fais partie, ça serait bête. Une banque palatine. Alors, on a vu que justement la LCBFT c'était européen, enfin on a parlé surtout de l'Europe. Mondialement, il y a un équivalent. Il y a que 24 pays qui sont, de mémoire, je crois que c'est 24 pays qui ne sont pas coopératifs dans le monde. Sur combien de pays dans le monde? Sur 196 par l'ONU. Voilà, bon, j'en ai 198, mais voilà. Donc en gros, il n'y a que 24 pays qui ne sont pas coopératifs. 198 depuis le mois dernier à cause de la République indépendantiste du Donbass et de Louhansk. Retenez 200 pays. C'est important d'être précis. Du coup, ces pays qui ne sont pas coopératifs, ils sont pas coopératifs par rapport à quoi? C'est quoi les... En fait, ils ne respectent pas la réglementation internationale sur le contrôle des flux, etc. D'accord, ok. Et donc, c'est au libre choix, en fait, du pays de refuser. C'est au libre choix du pays, avec les contraintes derrière, il doit y avoir des sanctions, etc. Oui. Vous savez, il y a quelques temps, donc dans les Bahamas, il y a quelques paradis fiscaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, du moins il en reste, mais ils sont coopératifs. Il y a eu de telles pressions que de toute façon, ils deviennent forcément coopératifs. On va continuer sur justement les pays. Comment définit-on un pays sensible, un pays, par exemple, tout à l'heure. Pour ça, vous avez plusieurs choses. L'ONU, décision d'un embargo, et chacun des pays. Qu'est-ce qu'un embargo? La définition initiale d'un embargo, c'est quoi? C'est au niveau des bateaux, on bloque avec des bateaux, ça date... Pas tout à fait. Ça, c'est un blocus. C'est mettre en partie. En fait, l'embargo, historiquement, c'est d'arraisonner un bateau et de le bloquer à quai, de l'empêcher de circuler. Donc, l'historique, c'était ça. Mais bon, c'est... Il y a une histoire de bateau. Il y a une histoire de bateau. Donc, voilà. Donc, en fait, maintenant, chaque pays peut effectivement décider d'un embargo. On va prendre un cas d'actualité. Si aujourd'hui l'ONU avait décidé de sanctions contre la Russie, qu'est-ce qui se passait? La Russie sortait son droit de veto en disant « moi je ne suis pas d'accord ». C'est gelé, pas de possibilité en fait pour l'ONU d'établir en fait des sanctions globales, internationales sur la Russie. Parce qu'elle est partie du membre... Elle est membre du Conseil de sécurité permanent. Et donc, que reste-t-il? Chaque pays, en fait,
a la capacité à établir des embargos. Les États-Unis en premier, hein, très, très clairement, l'Union européenne, et puis d'autres pays hors Europe, hors États-Unis, qui s'imposent. L'embargo le plus fort, c'est effectivement les États-Unis, avec un embargo sur le dollar. Si je prends un exemple récent d'une banque nationale qui a été condamnée par les États-Unis, ben, très clairement pourquoi? Parce qu'ils avaient violé l'embargo sur la devise américaine. Ils avaient commercé en dollars avec un pays interdit par les États-Unis. Donc, sanction. C'est tout le poids des États-Unis dans ce genre de décision. Ben, à un niveau financier international, oui, le roi dollar. C'est le dollar qui dirige le monde. C'est le dollar, c'est encore le dollar. Peut-être qu'un jour ce sera l'euro. Nous verrons bien. Ok. Est-ce que vous nous avez nommé Tracfin? Est-ce qu'il y a d'autres organismes justement qui veillent au respect justement de cette lutte? Alors, chaque établissement a sa propre division Oui. qui va effectivement appliquer les règles, s'assurer du respect des réglementations liées à la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme. Donc, on a des cellules internes. D'accord. Mais au niveau national, en tout cas, c'est Tracfin en fait qui reste la fin de l'entonnoir. Je dirais que c'est un entonnoir inversé. Okay. Comment ça se passe? On détecte dans une agence une opération frauduleuse, on la fait remonter, on va l'analyser, on va se dire, oui, c'en est une, on la fait remonter, ils vont l'analyser, et au niveau N+2, N+3, je ne sais pas, ils vont décider de la transmettre à Tracfin. Donc vous avez quand même un filtre qui va permettre, parce que vous imaginez 80 000 opérations traitées par Tracfin, si ça ne représente pas toutes les opérations qu'on remontait par l'ensemble de la place française. Donc il y a un écrémage qui va permettre en fait de sélectionner les opérations pertinentes. Et ils ne prendront que les plus pertinentes. Voilà. Est-ce que Tracfin a des pouvoirs de sanction? Non. Elle n'en a pas. Non. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas mis le troisième pavé, hein, mais vous avez le troisième pavé qui est en fait un département plutôt d'appui juridique, etc., avec des cellules de gendarmerie, avec des cellules de police qui vont faire les enquêtes et qui vont transmettre au parquet. C'est la loi de la République qui s'applique en fait. Oui. La sanction, elle est définie par une décision judiciaire. Et quelles sont selon vous les limites à Tracfin? Parce que j'imagine qu'il y en a, vu qu'il y a des ratés. Est-ce que selon vous, il y a des limites Non, il y a la limite, je dirais qu'elle est technique et humaine. Et puis, il faut toujours savoir que, comment dirais-je, on disait dans le temps que les meilleurs douaniers, c'était des contrebandiers. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent toutes les ficelles. Et donc, globalement, aujourd'hui, tous ces cercles de financement, et notamment, on a une grosse problématique aujourd'hui avec la crypto-monnaie, la visibilité sur l'utilisation qui a été faite de la crypto-monnaie. Donc, quelque part, on a toujours un petit peu de retard, les autorités ont toujours un petit peu de retard sur la législation pour pouvoir, en fait, chacun court après son train. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a toujours une adaptation en permanence, mais on a toujours un petit peu de retard et il va falloir s'adapter à partir du moment où on a compris comment cette opération X fonctionnait parce que c'était un nouveau mode de fonctionnement. Donc, il y a une auto-adaptabilité ou un auto-apprentissage des structures de contrôle pour permettre de limiter au maximum le risque. Okay. À plus grande échelle, on a vu les risques qu'était le LCBFT pour une banque. Mais qu'en est-il des gouvernements, justement, de ces banques? Est-ce qu'il y a un risque pour ces gouvernements? Pour la gouvernance de la banque? Non, par exemple, je vais prendre malheureusement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on a vu qu'il y a eu une faille au niveau du LCBFT pour les attentats. D'ailleurs, on a vu que ça a conduit à un massacre. Est-ce qu'il y a d'autres dérives comme ça qui puissent... Je dirais
il peut toujours, on est toujours sur la notion d'auto-apprentissage. En fait, quelque part, c'est bien bon que les autorités de police ou de renseignement au sens large vont justement travailler pour essayer d'être en amont. Si je prends un exemple, quand on arrête, on ne nous donne jamais le nombre d'attentats évités. Oui. Parce que derrière, les forces de police et de gendarmerie travaillent avec les services de renseignement, etc., pour identifier et les désamorcer au plus tôt. Et fort heureusement, et c'est la majorité. Ça encore, heureusement. Voilà. Donc, quelque part, non, c'est un petit, on est quand même un petit peu contraint, mais c'est cette importance en fait du renseignement et de l'action judiciaire pour pouvoir nous permettre d'être quelque part vivre sereinement. Vivre sereinement, c'est sûr. De la manière la plus synthétique possible, ça va être compliqué. Comment décomposez-vous les différentes directives LCBFT qui ont été établies, la première datant de 91? J'en sais rien. C'est clair et c'est synthétique. C'est clair et synthétique. J'en sais rien. C'est toujours une amélioration. Oui. Elle est plus fin. Donc, quelque part, si je reprends, je fais un parallèle, les normes de couverture de fonds propres des établissements bancaires, il y a, dans les années 80, c'était standard 8%. Aujourd'hui, on est arrivé sur des modélisations qui permettent d'identifier les risques purs statistiquement et de positionner un niveau de besoin en fonds propres proportionné par rapport au risque couvert. Si je prends un exemple d'un crédit immobilier, ça sera, en termes de pondération, en termes de besoin en fonds propres, ça sera beaucoup moins important qu'un crédit conso, qu'un crédit pro, D'accord. Et il y a 40 ans, c'était 8%. D'accord. Voilà, quel que soit. Donc, en fait, quelque part, les différentes évolutions de la réglementation ont permis d'affiner et donc de cerner avec beaucoup plus de précision parce qu'il y a une connaissance. Je parlais d'auto-apprentissage, mais il y a un constat qui nous amène à chaque fois adapter et améliorer. Alors, améliorer et contraindre aussi parce que justement, on a là, de l'autre côté, on a une connaissance de plus en plus précise de ce qui peut se faire et donc on adapte en fonction. Ok. C'était synthétique. D'après vous, surtout avec ce qui se passe récemment, notamment dans l'Est de l'Europe, comment peut évoluer justement les directives de la LCBFT, selon vous? Fondamentalement, je ne pense pas que ce qui se passe en Europe va impacter fondamentalement la notion d'embargo en fait sur l'Europe ne va pas impacter les directives de la lutte anti-blanchiment. Mais elles peuvent évoluer. Mais elles évolueront, elles sont en constante évolution et il faut qu'elles évoluent. Elles sont nécessaires. Ça ne peut pas rester figé. Oui, notre monde évolue, les méthodes de blanchiment évoluent. Donc, quelque part, la réglementation devra évoluer pour s'adapter aux nouvelles méthodes de blanchiment. D'accord, mais est-ce que justement on ne peut pas anticiper le fait que, avant la LCBFT, c'était surtout contre, on va dire, le grand banditisme et le terrorisme. Et là, on a vu qu'une guerre, des fois, il faut taper le poing sur la table pour justement sanctionner les pays. Ça n'a rien à voir avec la lutte anti-blanchiment. Je sais bien. Là, c'est un droit international. Mais est-ce que justement les gouvernements qui se prennent ces sanctions-là, on ne sait jamais, elles peuvent trouver un moyen de justement, par exemple, avec ce qui se passe en Russie, on voit que la Russie est en train de manquer, enfin, là, elle remonte, mais elle était vraiment mal économiquement. Est-ce que justement un État plus petit peut se dire, tiens, je vais passer par des réseaux divers de blanchiment d'argent, histoire d'avoir un peu, histoire de survivre un peu? Est-ce que justement les directives de la LCBFT ne peuvent pas anticiper ce genre de problème? Non, parce que je pense que ça dépasse la notion de directive de la lutte anti-blanchiment. Là, on est plus sur comment dirais-je, un positionnement géostratégique. Ok. Ouais.
Après, si on veut mettre à mal un pays, bon, on sait où il faut taper, hein. Donc là, globalement, c'est les avoirs. Je disais, alors moi j'ai des étudiants en licence et je fais un cours d'économie bancaire. Et en fait, je leur ai apporté des billets de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont magnifiques. Et en fait, il faut voir ce qui est marqué. Et puni de peine c'est des travaux forcés à perpétuité pour qui créera, qui circulera, diffusera, mais qui importera de la monnaie. Si vous voulez, ce que l'on disait, c'est que le plus grand, il se disait pendant la guerre froide, que le plus grand imprimeur de roubles au monde, c'était la Banque centrale américaine. Donc globalement, vous voulez mettre à plat un pays, bah, effectivement, vous allez détruire son pays par la monnaie. Donc créer une hyperinflation, une dévaluation de la valeur, etc., etc. Donc vous injectez des faux roubles, vous injectez pendant la Seconde Guerre mondiale en France, en fait, les Alliés injectaient sur le territoire, injectaient des faux billets. Parce que l'idée, c'est de mettre à genoux une économie, et la monnaie est un des éléments majeurs pour mettre à genoux une économie. Prochaine question, et je pense qu'elle va servir à toute l'audience. Vous avez une grande expérience dans ce domaine. Est-ce qu'au fil des années, vous avez développé des petites astuces pour déceler plus facilement les indicateurs enfin, Comment je peux identifier en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon? C'est ça. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des petites astuces à partager? Bah, il y a deux choses. Il y a deux éléments d'information. Le premier, il y a l'élément interne, c'est-à-dire, je dirais, la technologie. Oui. Et notamment le développement, je pense que tous les établissements ont développé des systèmes experts, des systèmes d'analyse, qui scannent en permanence les comptes. Donc, il faut savoir que le secret bancaire, il existe. Le secret bancaire, il a une raison pure, c'est que quand vous regardez un compte, vous savez combien gagne votre client, vous savez où il fait ses courses, vous savez s'il est allé voir le médecin, vous savez à quelle pharmacie il pratique, vous savez, tiens, vous avez une carte bleue entre 5 et 7 dans un hôtel. Donc, en fait, c'est un miroir de la vie du client. Donc, le secret bancaire, en ça, il est fondamental. Donc, le fait de scanner en permanence les comptes, les mouvements, les entrées, les sorties, les virements, etc., bah, les systèmes experts qui sont développés permettent de sortir un cas. Vous donner un cas. Un jour, j'ai reçu une demande sur une jeune femme de 22-23 ans. En fait, suspicion de radicalisation. Suspicion de radicalisation. Donc, on lui demande de faire venir la cliente pour un entretien. Donc, on crée l'entretien annuel bidon sans valeur, mais au moins, on rencontre cette jeune femme. Et effectivement, elle arrive complètement volée, de la tête aux pieds, etc. Et en fait, cette identification a été faite par les outils. Alors, je ne vous donnerai pas les mouvements, mais quand vous regardiez le compte, il y avait des faits convergents dans ces achats qui ont incité, qui ont en fait suscité l'interrogation. Le conseiller devient, l'espace d'un instant, un inspecteur. Oui, bah non, en fait, sur le principe, on n'a pas demandé au conseiller, on dit il faut que tu reçoives et que tu lui poses telle et telle question. Ok. Où elle travaille, où elle habite, etc. Ok. Non, on établit des murailles de Chine. Quelque part, c'est pour vous protéger, hein, de toute façon. Oui, c'est sûr. Quand on vous demande quelque chose, sur certains points, on vous donne le 1% qui est nécessaire et on garde le reste. Mais c'est simplement pour vous préserver. C'est important de préserver les collaborateurs. Donc voilà. Et si je reprends cet exemple, cette jeune femme, en 5 jours, elle a été fichée S. Parce qu'effectivement, elle travaillait dans un endroit, elle s'occupait de chevaux, dans une famille industrielle, qui est habituée à recevoir des hommes politiques, président de la République, etc. Donc vous imaginez risque de radicalisation, etc. Oui, non, c'est sûr.
Donc voilà, donc on a des alertes. Après, effectivement, vous avez des mouvements de compte, et puis je dirais que c'est l'expérience au fur et à mesure. Pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là? Je sais pas, mais c'est celui-là. Il faut faire confiance. Voilà. Et c'est celui-là qui va pas. C'est voilà. Je sais pas. Quand on leur dit bon, faut le dégager parce qu'il nous a planté. Ouais. Non, il nous a pas planté. Je le connais. Je dégage. Et puis on perd 30 000 balles, quoi. Voilà. Donc quelque part, non, on a un peu cette expérience. Voilà. Tout à l'heure en rigolant, je disais la technique du gendarme. Mais oui, il y a cette expérience qui vient en fait. On essaie de vous la passer quand on leur dit celui-là, il t'a planté dehors. Bah oui, c'est quelque chose, mais il y a beaucoup de ressentis personnels, il y a de l'analyse, il y a un ensemble, on a un cerveau qui est relativement bien fait, et donc il y a un ensemble de conjections dans le cerveau qui vont nous dire, bah, tiens, ça me rappelle telle chose, Ouais. et hop, celui-là, non, il n'est pas bon. Réponse très claire. Merci. Est-ce que vous rencontrez quotidiennement certaines difficultés, notamment, qu'est-ce que j'avais noté? Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez faire face dans votre quotidien professionnel? Voilà ma question. Dans mon quotidien professionnel, Ouais. Personnel aussi, enfin, c'est comme vous voulez. non, il y a toujours j'essaye d'être bienveillant, donc de temps en temps, je grogne, c'est normal. Franchement, non, moi, j'ai pas. On a toujours, si j'ai toujours, personnellement, mais c'est un avis purement personnel, j'ai toujours dans une décision lourde, quelque part, l'aspect social. Ouais. Voilà. Quelle est la conséquence aussi de ma décision? Alors, ma décision, elle est froide, hein. Je ne prends pas le sentiment, mais je vais quand même regarder. Et peut-être que l'accompagnement va être fait différemment dans un quotidien. Il m'est arrivé de refuser des financements et de dire monsieur, madame, non, je vais vous expliquer. En gros, votre situation est tellement obérée qu'il vaut mieux aller vous protéger et partir en commission de surendettement. C'est essentiel. En fait, tout comme les collaborateurs, il y a des clients qu'il faut protéger, qu'il faut accompagner. C'est typiquement la détection de cet aspect social, du risque un peu social de cette relation qu'il faut savoir apprécier. On n'en est pas moins des hommes, des humains, quoi. C'est important. C'est important. Mais tout comme vis-à-vis d'un collaborateur, je ne veux pas réagir de la même façon parce que je connais mes collaborateurs et je sais que je vais choisir plutôt un mot qu'un autre pour un collaborateur ou un autre. Vous voyez, dans l'approche, et toujours rester positif. Et ça, c'est parfois un peu compliqué, mais oui, rester positif. Ok. Dernière question avant de vous laisser la parole. En tant que futur conseiller, quels seraient vos conseils pour faire de nous des conseillers affûtés en termes de gestion des risques? Ne jamais faire ce que vous ne comprenez pas. Des fois, c'est compliqué parce que des fois, on pense bien faire, on nous demande de faire preuve d'initiative. Ouais. Vous avez un manager dans ces cas-là. Ah, c'est sûr. Il est là pour ça. Ok. Et il est là aussi pour vous apprendre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est passé par le poste, il a eu les mêmes questions que vous, les mêmes problèmes à traiter. Et donc, quelque part, son expérience terrain qui va être beaucoup plus proche. Oui. Moi, j'ai aucune expérience terrain. Je connais pas leur métier, en fait. Je sais. Et donc, quelque part, va être beaucoup plus, comment dirais-je, positive Oui. que théorique. Donc, oui, faire confiance à son manager. Toujours se poser les bonnes questions, etc. Ne jamais, alors, ne jamais faire confiance, écouter le client, mais ne pas lui faire confiance. Vous assurez, vous, de ce qu'il dit, c'est possible. C'est installer une certaine barrière. C'est ça. Ouais. On peut être très empathique avec le client. Il faut vous protéger. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Ok, bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que l'audience a des questions à poser? Ne faites pas les timides. Ne vous bousculez pas. Personne. Tout est clair. C'est tellement synthétique et clair. Bon, bah, je m'en vais, alors. Non, ça c'est la force d'avoir un intervenant. Bah écoutez, moi je vais voir si j'ai pas des questions là qui me trottent parce que tout à l'heure j'en avais une, mais je l'ai zappée. Alors, ne me dites pas qu'au quotidien, vous n'avez pas de sujet. Quels sont vos sujets au quotidien? Qu'est-ce que vous rencontrez, vous, comme difficulté? Votre problème, vous arrivez le matin, votre problème, c'est quoi? Le nacre. Les LAD? Ouais, les LAD aussi sur Harmonie. Des fois, on a des alertes. Le KYC, en ce moment. Oui. En ce moment, beaucoup de KYC. Et des clients qui appellent parce que malheureusement, la situation financière est trop fragile et du coup, on les envoie au service des recouvrements, mais eux, ils ne comprennent pas, ils le prennent mal. Ils pensent qu'en fait, on ne veut plus d'eux, alors qu'en fait, non. On continue à gérer leur compte, c'est juste que comme ils sont trop débiteurs, ben, on les envoie dans un service spécial pour recouvrir leurs dettes. Et vous avez le droit d'agir dans vos pouvoirs de décision. Ne jamais les dépasser. C'est un peu comme un préservatif, hein, les LAD. Je donne cet exemple souvent, mais quelque part, ça vous protège. Donc, restez toujours. Protégez-vous. Oui, non, mais vous faites une erreur. Vous avez le droit de faire l'erreur. Elle est dans vos LAD. Bon. Vous ferez reprendre. On va vous réexpliquer vos LAD, etc. Vous faites l'erreur en dehors de vos LAD. Là, c'est plus une erreur, ça devient une faute. Parce que vous avez franchi, en fait, le seuil limite. Et si ça vous arrive, la première chose à faire, c'est de dire j'ai fait une erreur. Moi, ça m'arrive 3-4 fois dans l'année où je valide un dossier, et puis après, ah mince, il n'était pas dans mes LAD. Ouais, j'en arrive. Donc, on en fait tous. Et on ne peut pas vous le reprocher. C'est la répétition des choses qui va être compliquée. Donc, il faut vraiment que vous restiez. À la rigueur, si vous ne les avez pas comprises, bah, vous demandez à votre DA qui vous les réexplique bien. Et puis, globalement, voilà. Elles sont ouvertes, elles sont un peu complexes. Ça n'a jamais été simple, en fait, les limites décisionnelles. Ça n'a jamais été simple. Bah, surtout en tant qu'alternant. Des fois, on Oui, sait pas. oui. Bah, moi, elles se sont compliquées parce qu'il y a quelques années, j'avais 2 millions en prix, 1,5 million en pro, et j'avais pas de contexte d'encadrement. Aujourd'hui, bah, je suis à 700 000 au maximum, mais selon la couleur du score, selon le machin, selon le truc, etc. Donc, effectivement, elles sont complexes. Mais quelque part, il faut bien les comprendre. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous les avez acquises, il n'y a pas de problème. Donc, on disait là, d'harmonie, harmonie. Harmonie, c'est un outil qui va, en fait, c'est un outil de communication qui limite le mail, qui a ses avantages, qui a ses inconvénients parce qu'il est très, très rigoureux. Ouais. Mais quelque part, aujourd'hui, pour le développement de la banque, il est bien d'être contraint. Il s'adapte, hein. Il va s'adapter progressivement, mais par contre, en fait, c'est un aller-retour. J'ai ça, donc c'est une gestion de tâches. Il y a ça à faire, ok, j'ai fait un dossier à 60 jours, 45 jours avant, ou je ne sais pas combien de jours, je dois fermer les prestations. Donc je ferme les prestations. Donc je reçois une information qui me dit tu dois fermer tes prestations. Ben, je le fais. Et puis je dis j'ai fermé les prestations. Et puis hop, le dossier il va se rebalader et il va repartir après au service recouvrement, etc. Donc voilà, donc en fait c'est une gestion de tâches. Il faut s'y habituer, mais je pense que quand on y est habitué, on s'y fait quand même assez facilement. Par contre, il est contraint, il est vraiment très contraint, et donc parfois sur des sujets un petit peu à la limite du standard, c'est pas toujours évident. Oui, je veux bien croire. Donc, on avait Harmonie, le LAD. Il y avait le KYC en ce moment aussi, on a beaucoup de KYC. Le KYC, bah oui, mais c'est ce que je vous disais, il est essentiel de produire conforme. Donc, en fait, la conformité, elle est fondamentale. Et
et elle n'est pas finie. Mais par exemple, on a eu un souci semaine dernière. C'est un souci qui traînait depuis un mois où il y en avait une cliente qui avait un certain âge, qui était âgée et qui ne pouvait pas et qui ne voulait pas aller prendre le temps de refaire sa pièce d'identité. Et on était bloqués parce que sur les KYC, ils nous demandaient une nouvelle pièce d'identité à jour, sauf que la sienne était périmée déjà depuis au moins 20 ans. Donc on a dû contacter, je crois que Céline, elle avait contacté Séverine pour lui demander est-ce que tu peux faire une dérogue pour faire passer, pour que ça valide le KYC, parce que sinon la cliente, en fait, ça faisait 3 mois qu'on lui avait coupé sa carte, qu'elle ne pouvait plus utiliser parce que le KYC n'était pas bon. Tout à fait, c'est ce que je disais, avoir ce regard sur la situation du client tout à l'heure. Mais là, la banque se porte responsable, se porte garante, on va dire. Oui, mais ça fait partie. On a tous des seuils de tolérance. Il y a un seuil de tolérance. Et donc, ça fait partie un peu de ces seuils de tolérance qui vont nous imposer. On ne pourra jamais avoir 100,00% de conformité, mais on a un seuil de tolérance. Il y a une marge de manœuvre. On a une légère marge de manœuvre, et donc ce dossier-là, au regard de la situation personnelle, fait partie de cette marge de manœuvre. C'est ça. Moi, j'ai une question. Il y avait autre chose. Il y avait NAC, Harmonie, KYC. Opération crédit. J'ai pas entendu. Les opérations créditrices. Enfin, dès qu'on arrive, on voit. Ah oui, non, le CNA, la négociation amiable. Oui. Alors, la négociation amiable, il faut la vendre comme un service commercial. C'est vraiment du commercial. C'est vraiment une solution pour accompagner un client qui est dans une situation ponctuelle, tendue, délicate, difficile. Et c'est vraiment permettre au client de retrouver, de rebondir, de retrouver une situation saine pour pouvoir repartir normalement. Donc c'est vraiment un accompagnement dans les incidents de la vie en fait. Ceux qui ne sont pas à la Société Générale, c'est qui parlent de... Alors la négociation amiable, c'est un service en fait qui est un service de pré-recouvrement en fait il n'y a pas de rupture de relation, on conserve la relation et on va traiter un cas de fragilité financière particulier. Et donc, il va rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Par exemple, il a un découvert en compte, mais il gagne, il a un revenu. Donc, on va contraindre un petit peu le découvert, on va passer un protocole, on va lui permettre de rembourser son protocole. Et puis, une fois que le protocole est remboursé, on remet le client en fait dans la structure commerciale, dans la filière commerciale. C'est pas une rupture de relation, c'est pas du recouvrement. Donc c'est vraiment un truc vachement important, c'est vraiment un accompagnement commercial. Et il faut que ce soit vendu commercialement en fait. Voilà, vous parliez d'opérations créditrices. C'est ça, parce que tous les matins, on a les gros mouvements du jour. Les variations de seuil. C'est ça. Donc, on c'est notre devoir de faire cela. Donc, du coup, on contacte les clients pour savoir d'où il y a d'argent. Et on demande du coup des justificatifs. Logique, c'est normal. C'est normal, les justifications. C'est normal. Alors, une variation de seuil, il y a ce côté réglementaire, il y a le côté commercial. C'est-à-dire qu'une variation de seuil, ce sont des fonds qui arrivent. Quand 100 000, 50 000, 200 000, 300 000 euros arrivent sur le compte, il y a forcément peut-être une opportunité commerciale derrière à traiter, assurance vie, etc. En s'assurant bien que ce n'est pas un virement notarié, que derrière, je n'ai pas la vente d'un bien immobilier qui a été garanti par Crédit Logement. Vous savez tous ce qu'est Crédit Logement? Oui. Bon, j'ai travaillé 18 ans en Crédit Logement. Ah ouais. Donc voilà, donc faut s'assurer parce que si, en termes de risque, si les fonds transitent par le compte du client et que ce sont des fonds qui viennent de la vente du bien financé et que on n'avertit pas Crédit Logement, donc on ne fait pas malgré auprès de Crédit Logement, etc., que les fonds disparaissent et qu'à un moment donné on déclare un incident à Crédit Logement va s'assurer qu'on n'avait pas connaissance, bien évidemment, des fonds qui transitaient par le compte. Dès lors où les fonds ont transité par le compte, on perd la garantie de Crédit Logement. Donc là, on a un risque opérationnel relativement important. Et c'est pour ça que normalement, alors je ne sais pas, moi, dès que j'ai des fonds qui transitent, dès que j'ai en fait des fonds qui viennent d'un notaire avec présence d'un crédit immobilier, tout de suite, je demande ce qu'il en est. Alors bien souvent, les clients
on fait déjà la démarche, Oui. etc., de rembourser. Voilà. Donc, mais c'est un risque opérationnel qui est majeur. Parce que le bien a disparu, comment je vais prendre la garantie si les fonds sont plus là? Je suis à l'extrême. Hein. J'ai vendu mon appartement garanti par Crédit Logement, j'en ai pour 1,5 million. Je fais transiter les fonds par mon compte. Et puis, je les envoie à l'étranger, puis je vais m'installer, je sais pas, en Pologne, aux Bahamas, etc. Là, c'est tout perdu pour la banque. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose de très sensible. J'ai 2 points justement pour rebondir sur ce que disait Kenny. Justement, ce que vous racontiez, j'ai une anecdote et qui va déboucher sur une question. J'ai connaissance, je tairai le nom de l'établissement, d'un établissement qui a commencé à refuser des étrangers qui n'ont pas les papiers français, donc des étrangers, au sens propre du terme, parce que justement il y avait une redondance chez cette partie, chez cette. Ce qu'on appelle des filières. Voilà. Ce qu'ils font, c'est que justement, ils ouvrent un compte en banque, ils restent un petit temps. Ensuite, ils demandent des crédits à la consommation. Dès qu'ils ont ces crédits à la consommation, ils rapatrient l'argent chez eux et au revoir l'argent. Ils ne rembourseront jamais. Donc, comment on peut. Est-ce que c'est autorisé par, on va dire, la loi? Alors, on ne peut pas refuser l'entrée en relation. C'est-à-dire que vous pouvez dire non. Oui. Vous avez de l'autre côté le recours auprès de la Banque de France, qui va désigner donc, un service bancaire de base. Ça, la seule chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un crédit. Donc la banque est. C'est un droit, le crédit, c'est pas un devoir, c'est pas une obligation. Oui, c'est comme donc voilà, tout comme la justification du refus. Je refuse le crédit. Pourquoi je refuse le crédit? Comme la lettre à 60 jours. La lettre à 60 jours, c'est la rupture conventionnelle. Pourquoi vous m'avez envoyé un courrier de rupture? Parce que je vous ai envoyé un courrier de rupture. Mais quel motif? Ah non, mais parce que je vous ai envoyé un courrier de rupture. Oui, des fois, on les envoie à son créditeur. Voilà, que la lettre à 48 heures, là, je suis obligé de dire, vous avez eu un comportement, le compte ne fonctionne pas, etc. On va trouver un élément. La lettre à 60 jours, elle est relativement neutre, justement, pour permettre à la banque de ne pas justifier la notion de rupture de relation. Un refus, c'est pareil, c'est non. Et justement, le fait de manquer de clarté, ça peut pas être un indicateur. On en parlait tout à l'heure, notamment sur le fichage S et on n'a pas le droit de dire à un client que Tracfin le surveille. Est-ce que ça peut être considéré comme un indicateur, le fait ça peut éveiller les soupçons? Non, à partir du moment, moi ce que je dis généralement, ne vous exposez pas. Vous dites c'est le comité risque qui a décidé. D'accord. Oui. Le comité risque. On peut toujours écrire à monsieur le comité risque. Oui. Mais c'est le comité risque qui a décidé. Vous êtes en front, et vous êtes en front, et en étant en front, vous êtes vulnérable. Donc, mettez-vous derrière des paravents. Oui. Voilà. Non, c'est pas moi c'est le comité risque qui a décidé. Donc, je suis désolé, c'est non. Voilà. Et en fait, ça vous protège. Alors, c'est pas un mensonge, mais quelque part, le fait de refuser un dossier, par délégation, c'est le comité risque qui a refusé. Donc, ça vous protège et surtout, ça vous préserve. Et ça, c'est fondamental. Vous devez vous préserver. Tout comme les actes d'incivilité. Il est hors de question qu'on soit incivil avec vous, qu'on vous manque de respect. C'est pareil. Alors, je pense que dans toutes les banques, une incivilité caractérisée, c'est noir. Et c'est fondamental. On ne doit pas vous manquer de respect. Moi, j'allais sortir une anecdote personnelle. J'allais vous poser une question. Moi, je travaille à la Banque Palatine, chez la concurrence. Très bel établissement. Merci. Vous êtes où? Je suis à Val-de-Fontaine. Je suis justement en back-office. Back-office de VDF, Back-office de VDF. Et du coup, je suis en contact permanent avec l'ensemble des conseillers de gestion de patrimoine sur toutes nos agences. Et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est moi je suis au service épargne et assurance vie et je m'occupe de tout ce qui est rachat, enfin opérations diverses sur les contrats d'assurance vie. Et on travaille avec plusieurs compagnies, notamment avec celle où je travaille, AXA. Et en fonction des compagnies,
les motifs de rachat, c'est surtout les motifs de rachat ou les justificatifs d'origine des fonds lorsque c'est un versement. Certaines compagnies vont être plus laxistes que d'autres. Et du coup, ça crée, parce qu'on ne va pas demander à nos CGP de connaître sur le bout des doigts quelle compagnie demande quoi. Et du coup, ça crée une certaine frustration chez le client parce que des fois, on est obligé de retoper pour une question de conformité. Comment vous l'expliquez, le fait qu'il y a certaines compagnies qui se... Je dirais que la politique de risque ou la politique commerciale de chaque établissement lui est propre. Ok, C'est ce qui fait la diversité de ces établissements. donc c'est elle et Voilà, leur machin. c'est un dossier qui va être refusé chez nous, peut être accepté autre part, Ok. dans un autre établissement. Ouais. Parce qu'on n'a pas la même politique ou on n'a pas le même axe de développement commercial sur un moment donné. Donc, quelque part, non, c'est une politique, c'est une décision de politique, d'appétence au risque, Oui, je dirais, de chaque établissement. On entend beaucoup ça, l'appétence au risque. C'est moderne. Non, parce que moi, personnellement, je sais que je retope énormément sur une compagnie, que je ne citerai pas. Dès qu'il y a marqué besoin, le client a besoin de liquidité, donc il ne sait pas comment le formuler. Il se dit, je ne vais pas raconter ma vie, ils ont autre chose à faire. Il va marquer besoin de liquidité. Sauf que besoin de liquidité sur cette compagnie, ça ne marche pas, parce que justement, dans le cadre de la LCBFT, la compagnie estime que ça ne passe pas. Mais pour une autre compagnie, on peut mettre besoin d'argent et ça passe tout de suite. Et justement, ça crée une certaine. Est-ce que justement, Alors, la limite à ça, c'est que on ne peut pas s'opposer à la demande du client de retirer ses fonds. Si l'établissement n'est pas en phase avec la demande, dans ces cas-là, il crée une déclaration de soupçon et il monte chez Tracfin. Ok. Je pense que ce genre de demande serait classé à 99,9%. Ouais. D'accord, besoin de trésorerie, oui, bah, j'ai besoin de récupérer c'est mon argent. Donc, je ne peux pas interdire à un client de récupérer son argent. Oui, c'est sûr. Par contre, effectivement, si j'ai des soupçons sur cette récupération financière, voilà, dans ce cas-là, j'utilise la déclaration de soupçon et Tracfin. Parce que ça crée de la frustration chez tout le monde. Ouais, Aussi bien chez le client se plaint au conseiller, le conseiller se plaint au back-office, et nous, on ne peut pas se plaindre à la compagnie. Oui, tout à fait. Mais globalement, la compagnie ne peut pas, n'a pas le droit de bloquer les fonds. Ouais. Sauf s'il y a des éléments caractérisés. Oui. Qu'elles peuvent nous communiquer ou justement il y a un devoir de. Non, il y a une muraille de Chine. Il y a une muraille de Chine. Ouais. Je parlais de secret bancaire. Le secret bancaire est valable entre les établissements. Ouais. Et même, je vais vous donner une petite anecdote sur le secret bancaire. Quand j'étais donc à la direction des risques du siège, on discutait d'un sujet. Donc moi, je m'occupais j'étais dans l'équipe risque de la banque de détail. Et on discutait d'un sujet dans l'ascenseur. Et bon, les ascenseurs sont rapides à la défense. Donc 30 secondes après, le directeur, le grand patron du réseau arrive. Donc c'était Laurent Boutard, il arrive. Bonjour Laurent. Et puis alors, comment vont tes enfants? Donc à partir du moment où le patron de VDF, donc une tierce personne, on était deux dans l'ascenseur, une tierce personne est rentrée dans l'ascenseur, naturellement, on a changé de sujet avec mon patron. Okay. Justement parce que le secret bancaire est présent. Donc, ils n'ont pas à savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on veut faire, de quoi, quelle est l'orientation qu'on va prendre sur un projet, etc. Pour ça, il y a des comités, on se met ensemble, mais il n'y a pas de raison. Donc, en fait, il y a un cloisonnement. Et là, sur les établissements, entre les établissements, il y a un cloisonnement. Entre l'agence Société Générale et l'agence BNP qui est juste à côté, vous n'allez pas sortir, aller voir le patron en disant « Ah, en fait, on a un client commun. » Non. Hein, on est vraiment dans notre cadre de secret bancaire. Et le nom muraille de Chine, l'expression muraille de Chine, est bien là. C'est un obstacle infranchissable. Et après, il y a toujours quelques Mongols pour la traverser. Voilà. Mais c'est pareil, quand vous êtes à table, là, les beaux jours arrivent, j'espère que vous pourrez aller profiter des terrasses. Si vous parlez de sujet, vous pouvez parler de sujet, mais ne parlez jamais de façon nommément
du client. On ne peut pas dire son nom, on n'a pas le droit. Voilà. Moi, je raconte à mes étudiants plein d'histoires, mais en aucun moment, ils sont capables de savoir qui c'est. Voilà. Et là, on est dans le secret bancaire. Et quand vous êtes entre vous à l'extérieur de la banque, le secret bancaire s'impose à vous. Donc, vous devez parler, ah, tiens, j'ai mon client, truc, machin, il fait tel truc, ah ouais, tu te rends compte, etc. Non, oui, ça, vous pouvez le dire. Mais non, alors j'ai vu monsieur machin, tu te rends compte, il y a des cartes bleues entre 5 heures, tous les jours, entre 5 heures et 7 heures, et puis à 7 à 7. Ben, vous ne savez pas. Vous avez un client au téléphone dans votre bureau, parce que ça se passe mal. Vous fermez votre porte, vous baissez le son, si on est maintenant plus en open space. Mais pourquoi? Ben parce que vous appelez madame Michu au téléphone pour son compte, et il y a la mère Michel qui rentre et qu'entend. Putain, ça va pas bien pour la mère Michu. Elle va voir la mère Odette au marché. Oh putain, la mère Michu, elle est en train de se faire engueuler par son banquier. Oh, ça doit être chaud. Ben là, quelque part, il y a une violation du secret professionnel. Donc voilà, donc en fait, à tout niveau, le secret professionnel doit être préservé. Et bien évidemment, préserver le secret professionnel, c'est aussi se préserver. Difficile des fois. Des fois, il y a des profils qui tiennent moins leur langue que d'autres. Vous avez tous signé normalement une charte de déontologie. Normalement. Oui. Bon, normalement, oui. Est-ce qu'ils l'ont lu? C'est une autre question. Si, j'ose espérer que si vous l'avez signé, vous l'avez lu. Je pense que dans les autres établissements, c'est pareil. Oui. Vous avez une charte de déontologie aussi. Hein. Écoutez, moi, personnellement, je n'ai plus de questions. Est-ce que l'audience a une question? Non. Non? Et vous n'avez vraiment pas de sujet. Tout se passe bien chez vous. Impeccable. Oh. Ah bah alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qui va bien? Il travaille chez AXA, c'est normal. Tout va bien chaque fois. Non, donc pas de sujet quotidien, pas de préoccupation quotidienne. Vous n'avez pas des dossiers Même bizarres à en la ce moment? concurrence. Après, on est Moi, tenu. j'ai une question. Sincèrement, avec ce qui se passe avec la Russie, en fait, il y a des limitations qui sont faites au niveau des clients russes. Ouais. Ça veut dire que tous les mouvements, ils sont bloqués, que ce soit des entrées, des sorties, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de faire un message. Mais il y a un montant normalement, je crois. Un montant Ouais, en fait, il y a minimum. les 100 000, mais là, en fait, Il y avait 100 000 il y a encore 2 semaines. L'ensemble des établissements, Là, c'est Ah ouais? l'ensemble des établissements, dès lors qu'il y avait un indice russe, ça a été bloqué. Mais en fait, il faut remonter aux cellules conformité pour qu'il aille au fur et à mesure. c'est un Oui, c'est un problème. que ce soit le petit client, le gros. Voilà. Il n'est pas interdit de travailler avec tous les Russes, sauf avec certains. Mais généralement, ils sont pas. Généralement, ils ne sont pas en front office, ils sont pas en front, ils ne sont pas chez nous. Ouais, ils sont Donc de détail. Ouais. Dans la banque Sauf privée. si vous avez la fameuse zone de paille. Ouais. Mais c'est tout. Non, nous, il n'y a pas trop de sujets. Mais globalement, vous avez un sujet avec donc un client russe. Vous remontez tout de suite à votre cellule conformité. Et puis, c'est réglé assez rapidement. C'était compliqué, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ouais. Je peux utiliser ma carte. Oui, ça a été violent. Mais quelque part. J'attends un virement, il vient pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, quelque part, il fallait être je dirais, ratisser large et quitte à réduire après le spectre de l'éventail du faisceau. Donc, il a fallu faire quelque chose extrêmement rapidement. Donc, voilà. Après, il faut l'expliquer aussi aux clients. C'est une vérification, ce qui vous permet de nous assurer qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble avec grand plaisir. Et justement, voilà, donc on a dû s'assurer. Parce que sinon, on n'a pas eu de message. T'as pas reçu un mail On a reçu. En tout cas, personne. qui dit si, on a reçu des mails pour la Russie. J'avais les clients en face, je ne savais pas quoi leur dire. Ouais, Après, t'as ton directeur, ton DA. Avec le DA. Ouais, ton DA, il est censé t'avertir. Faut voir avec le DA là-dessus. T'as regardé dans les spams? Non, mais on n'a pas les spams.
C'est la règle DA de se supprimer. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bon, bah merci. Merci. Pour conclure, J'espère simplement avoir été clair et puis vous avoir donné une vision un peu large de ce que pouvait être le risque. normalement, les applaudissements, c'est après la conclusion et les remerciements. Désolé, Lionel. Non, mais voilà. Et puis, je pense que vous avez une chance, c'est que dans une banque, vous rentrez sur un poste, mais vous ferez tellement de métiers différents que vous allez vous enrichir, j'allais prendre le terme, mais que vous allez apprendre beaucoup de choses et voir plein de choses. Et n'hésitez pas à être curieux dans une banque. Alors, on peut faire tellement de choses. Bah, écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, on a développé la LCBFT grâce à Monsieur Brun. J'espère que vous êtes enrichis de connaissances. Et je tenais vraiment à remercier Monsieur Brun de sa présence aujourd'hui. Ça a été très professionnel, très complet, très pertinent et très, comment on dit, pédagogique. Je vous en fais 4 heures normalement. On les prend les 4 heures. 8h midi. Non, en tout cas, vraiment, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet aujourd'hui. Voilà. Et là, normalement, c'est les applaudissements. Merci beaucoup, Monsieur Brun. J'arrête l'enregistrement.